Bonjour et bienvenue aujourd'hui dans le Morbihan, sur une petite commune, Saint-Malo de Baignan. Cette petite commune abrite un petit étang de 4 hectares où il est placé une base nautique. Drôle de base nautique, trouver dans un étang un joli phare comme ceci. Il faut savoir qu'il y a une petite navigation électrique qui se déroule sur ce plan d'eau-là et qui est très sympathique pour les touristes. Revenons un petit peu à la pêche, à notre partie de pêche aujourd'hui, qui sera bien sûr la pêche à l'anglaise. Une pêche qui est arrivée en France dans les années 1970 et on va essayer de vous faire voir les petites particularités de cette technique. Car je sais que beaucoup d'entre vous s'en mêlent au moment des lancers ou ont du mal à amorcer ou voire même une très grosse difficulté à sonder. Alors je vous invite à me retrouver au bord de l'eau pour pratiquer cette technique. A tout de suite. Ah voilà, on se retrouve donc au bord de ce petit plan d'eau. Alors avec un soleil et quelques nuages, vous voyez c'est très très calme. On a des petits gobages de poissons un petit peu partout. Donc c'est vraiment le temps idéal pour essayer de pratiquer la pêche anglaise. Mais un petit vent quelquefois n'est pas gênant non plus, hein. Donc tout d'abord je vais vous présenter le matériel qu'il vous faut pour pratiquer la pêche à l'anglaise. Tout d'abord une canne qui mesure 3,90 m, c'est la taille à peu près qu'il faut à peu près partout en France. Un moulinet contenant un fil variant entre 12 centièmes jusqu'à 18 centièmes pour des très gros poissons, tels que les petites carpes ou les grosses tanches, voire aussi des très grosses brèmes. Donc ces cannes-là, on les trouve en trois possibilités. Une possibilité d'une canne dure qui va vous permettre d'envoyer des très gros flotteurs, ce qu'on verra tout à l'heure. Une canne à force moyenne qui va vous permettre d'envoyer des flotteurs jusqu'à 6 grammes, voire 10 grammes maximum. Et des cannes à action molle qui va vous permettre d'envoyer des flotteurs de 3, 4 grammes. Tout à l'heure, je vous ferai voir un petit peu un système de lancer qui évitera à votre montage, une fois que nous aurons fait la ligne, vous verrez, on appelle ça un montage, comment pouvoir lancer sans s'en mêler. Tout d'abord, les flotteurs. Je vous ai sorti de ma caisse 3 flotteurs différents. Des flotteurs droits, comme celui-ci. J'aime beaucoup le bleu, voilà pourquoi ma caisse en est remplie. J'aime vraiment bien ces flotteurs-là. C'est des flotteurs en plume de paon, munis bien sûr d'une antenne rouge pour voir les touches. Tout à l'heure, vous verrez que la grosse difficulté de la pêche à l'anglaise, c'est de pouvoir observer les touches à une distance de 20 mètres. Et c'est là que devient la difficulté de savoir si on a une touche qui va donc être une remontée ou une touche, bien sûr, comme d'habitude, qui va sous l'eau. Le deuxième flotteur que je vais vous présenter est un flotteur appelé Waggler. Waggler par sa forme. Il a une forme missile et après il a simplement un corps droit. Donc ça va lui permettre d'avoir une meilleure pénétration dans l'air avec des grammages un petit peu plus forts et d'aller à la même distance. Si le vent se lève, je peux changer d'un flotteur à un autre. Il faut savoir que beaucoup des flotteurs maintenant sur le marché sont déjà pré-plombés. Donc à l'intérieur ici, nous possédons un plomb qui le leste pour celui-ci à 6 grammes. Ça c'est le poids total du flotteur. Mais il faudra quand même que je rajoute 2 grammes sur ma ligne. Un gros avantage pour les pêcheurs quand il va falloir choisir les plombs tout à l'heure, de dire combien de plombs il faut que je mette. Le dernier flotteur que je vais vous présenter est le même que le précédent, sauf qu'il est muni d'ailettes. Il arrive quelquefois, comme je vous ai dit tout à l'heure, que les grands champions pêchent à 40, 50, 60 mètres, je l'ai vu aussi quelquefois. Donc ils utilisent des flotteurs de ce style-là, avec une forme d'ailette qui lui permet une meilleure stabilité au lancer à longue distance. Il est très simple, vous voyez une couleur unique noire et un bout rouge pareil, classique. Sa particularité par contre, elle est dans le calcul du poids qu'il faut utiliser sur la ligne.
un système de vis ici va nous permettre d'apercevoir 3 rondelles de grammage différents, de façon à mettre la ligne au poids que je veux, suivant la distance de pêche où je vais lancer, ou suivant la profondeur. Celui-ci pèse 10 grammes, mais j'en ai quelques-uns qui font 20, voire 25 grammes, pour lancer vraiment très très loin quand il y a un vent assez fort. Et on a pêché, comme aujourd'hui par exemple, pas de vent à 30 mètres, impossible d'atteindre cette distance si on a un vent de 40 km/h. Avec ce genre de flotteur, c'est facilement réalisable sans pouvoir changer un seul plomb de la ligne. Nous verrons peut-être ça tout à l'heure si le vent se lève. Mais pour l'instant, nous allons parler un petit peu plus de la ligne. Après avoir donc bien passé dans les nombreux anneaux votre fil, qui s'appellera donc le corps de ligne, nous allons donc placer le flotteur anglaise. C'est justement là que nous allons pouvoir parler du mot anglais. Pourquoi l'anglaise? Pourquoi ce nom? Ce nom, en fin de compte, vient simplement de l'attache du flotteur, qui est simplement un seul point de fixation qu'il y aura pour la ligne. Ne croyez pas que ce n'est pas plus sensible qu'un petit bouchon, tout dépend comment vous allez utiliser. Donc on va pouvoir utiliser 2 procédés. Le premier procédé, il suffira simplement de coincer par 2 plombs de chaque côté le flotteur pour qu'il se mette en position. La deuxième possibilité, et celle-ci était un peu plus dans la recherche des gens qui pratiquent la compétition, s'appelle l'attache Bachi, du nom de son inventeur. Alors cette petite attache, c'est une agrafe, une gaine très dure, pleine. Je vais enlever maintenant la petite gaine noire qui vous cache le système. Voilà. Le système, en fin de compte, n'est simplement qu'un fil en acier muni d'une boucle et d'une gaine qui va recouvrir, vous verrez tout à l'heure, le fil. Je garde donc de côté la première partie et je ne prends pour l'instant que la gaine. Mon fil, je vais le plier en 2 sans faire aucun nœud, comme ceci. Et là, je vais donc l'enfiler dans la gaine. Un petit peu délicat. Voilà donc mon fil qui ressort. Je maintiens toujours cette petite boucle. Je vais prendre donc le deuxième élément, vous voyez, et je vais renfiler ma boucle de nylon dans la boucle de l'acier. Voilà. Il suffira juste maintenant de venir entourer la partie en plastique. Hop, ceci fait un système coulissant. Maintenant, pour coincer le fil, je remonte ma petite gaine noire et je viens envelopper et protéger tout mon système. Voilà donc maintenant le système qui va me permettre de fixer mon flotteur à la profondeur où je vais vouloir. La grafe me permettant, par rapport au premier montage, de changer de flotteur comme j'en ai envie pendant la partie de pêche. Rappelez-vous, il n'y a pas de vent, on commence à avoir un petit peu de vent, il y a beaucoup de vent. Maintenant, vous verrez quand on aura passé les plombs, il sera difficile de changer le flotteur. Avec ce système-là, vous pourrez rapidement changer de flotteur en passant d'un flotteur droit, discret et sensible pour la touche, d'un flotteur waggler, pas trop lourd, de façon à pénétrer quand même dans le vent, un vent on va dire qui souffle à 20 km/h, et un gros flotteur à ailette qui celui-ci va nous permettre de vraiment traverser carrément tout le vent. La grafe étant ouverte, je prends le flotteur droit en vérifiant bien sûr son grammage. Celui-là a une portance de 6 grammes, mais je dois rajouter 1 gramme de plomb. Je place donc dans la grafe et il ne me reste plus maintenant qu'à fermer la grafe. Voilà donc le flotteur maintenant positionné sur ma ligne. Il ne me reste plus maintenant qu'à placer quelques plombs et un tout petit émerillon, vous verrez pourquoi par la suite. Pour la pêche à l'anglaise, je vous conseille d'utiliser des plombs
mous. Des plombs en fin de compte qu'on peut fermer avec les doigts et serrer un petit peu avec une pince. Pour ce flotteur-là, je sais qu'il me faut 1 gramme de plomb. Quelquefois, j'ai remarqué que sur les plumes de pan, 1,5 gramme n'était pas rare. Donc là, je vais utiliser pour l'instant des 2 zéros. C'est-à-dire qu'en poids, comme c'est marqué sur la boîte, 2 zéros correspond à 0,25 g. Je vais prendre donc 4 plombs. Ah, j'en ai pris un petit peu plus. Alors les plombs, c'est des plombs donc cylindriques, hein, mais de forte taille, qui correspondent aussi à des lettres AA, BB, ou alors dans d'autres modèles, 2 0, 3 0. À vous maintenant de savoir surtout le grammage de plomb utilisé. Donc je vais commencer à fermer déjà mon plomb pour que mon fil soit bien centré sur le plomb. Le troisième et un dernier. Voilà. Pour l'instant, je ne pêche pas, je fais que régler mon flotteur par rapport à la position qui va se mettre dans l'eau, c'est-à-dire que dès que les plombs vont toucher l'eau, il va se redresser et ma ligne va donc être comme ça dans l'eau. Après, on verra que s'il y a assez de plomb, eh ben, ça va s'enfoncer jusqu'à cette hauteur-là. Voilà, là il est bien plombé. Ah, il peut vous paraître un petit peu sous l'eau, mais on verra tout à l'heure. Si vraiment il est trop sous l'eau, je vous ferai voir une petite astuce de rajouter une antenne plastique, de façon à mieux le voir au large. Mais pour l'instant, je trouve qu'il est bien plombé. Si je tire un petit peu dessus, toc, voilà, on pourra voir les touches assez facilement. Il remonte bien. Donc je pense qu'il est suffisamment plombé pour pouvoir pratiquer cette pêche à une vingtaine de mètres. Une petite chose maintenant, pêche à l'anglaise, que je vous conseille, c'est d'utiliser un émerillon. Un émerillon pour mettre ensuite le bas de ligne. Il existe plusieurs types d'émerillons. Moi, je n'en prends qu'un seul pour la pêche à l'anglaise. C'est l'émerillon simple Barine. Alors, tellement ils sont petits qu'on a du mal à les attraper. Voilà, on va remettre celui-là dans la boîte. Voilà donc un émerillon Barine. Celui-ci, a déjà servi parce qu'on voit qu'il y a eu un nœud déjà dessus. Alors, je vais vous faire voir un petit nœud simple et rapide pour connecter l'émerillon sur votre ligne. Je mets mon émerillon dans le pouce et l'index et je viens tourner 5 à 6 fois autour de la ligne principale. Ce qui va le créer, auprès de la boucle de l'émerillon, une boucle de fil. Voilà. J'ai donc ma boucle d'émerillon, une petite boucle de fil à côté, et je vais maintenant faire passer mon fil à l'intérieur. Je maintiens mon petit bout de fil avec le pouce et l'index, et il me suffira maintenant de saliver afin d'éviter que le fil ne surchauffe pendant le nœud. Voilà, je viens le placer. Voilà. Il ne me reste plus maintenant qu'à couper l'excédent. Pour sonder maintenant, très difficile pour certains pêcheurs de trouver le fond à une certaine distance du bord. Donc je vais vous donner une petite astuce qui vous permettra d'essayer, je dis bien d'essayer parce que c'est une question qu'il faut le faire des fois, quelquefois, très souvent pour arriver à voir comment ça marche. Tout d'abord, les plombs, je vais descendre tous les plombs en bas ou, si mon flotteur n'est pas vraiment très lourd, un quart de mes plombs. Pour savoir en fin de compte jusqu'à quelle hauteur je vais remonter mon bouchon au niveau de la position dans l'eau. La position maintenant, nous allons voir comment le flotteur réagit quand je mets les plombs près du flotteur, sa position normale. Une fois que j'aurai baissé les plombs, vous verrez en fin de compte comment le flotteur
l'âge de descente de plomb, comment le flotteur va réagir dans l'eau. Il ne sera plus donc dans une position normale si ces deux petits plombs touchent le fond. On essaye. Alors, mon flotteur est impeccable. Voilà. Première chose, je vais voir la distance de pêche à une vingtaine de mètres. Voilà. Le galet vers vous, la position de la main à cheval entre le majeur et l'annulaire, l'index pour pouvoir permettre d'emprisonner le fil. J'ouvre, je mets tout ça derrière moi, je vise bien droit devant moi et j'avance les bras et je lance. Voilà, après le lancer, donc j'attends que ma ligne se mette en place. Voilà, voilà. Oh, je vois juste mon flotteur. Mais mes plombs n'ont pas l'air, mes deux petits plombs n'ont pas l'air de toucher le fond. Alors je vais ramener la ligne et puis je vais monter mon flotteur pour voir et remonter le plus important des plombs sous mon flotteur tout le temps. Alors maintenant je vais relancer à la même distance pour voir si j'ai trouvé le fond. Ah, ça y est, je vois enfin plus haut que l'antenne. Comme on peut voir, vous voyez, il est complètement décollé du fond. Donc mes deux petits plombs touchent vraiment maintenant le fond. Donc maintenant, j'ai la profondeur. Je vais vous faire voir maintenant un petit truc tout bête pour avoir toujours la même distance. Alors, voilà, je viens de ramener ma ligne. Donc voilà, le petit truc pour pouvoir lancer toujours la même distance, c'est que la première fois où je vais lancer et sonder, je vais caler mon fil derrière cet ergot. C'est un risque, c'est vrai, pour la pêche des gros poissons, mais je le recommande pour les débutants de façon à être très précis au niveau de la distance de lancer. Ça permettra aussi d'être très précis tout à l'heure quand il faudra lancer les boules d'amorce. Une deuxième solution que je vous propose maintenant, c'est un petit marqueur, une espèce de craie blanche, spéciale pêche à l'anglaise, qu'on va mettre sur le fil de façon à emprunter correctement cette possibilité de voir à quelle distance nous pêchons. Il me suffit de le mettre, de faire rouler sur cette patte. Voilà. Et maintenant, donc, j'aurai toujours ma licence de lancer. Imaginez, j'ouvre le pick-up, je lance, mon fil se déroule. Il ne me restera plus qu'à mouliner pour arriver, hop, devant mon galet, le fil blanc. Donc, j'ai la bonne distance. Allez, mettons un bas de ligne, boucle dans boucle, et on va lancer pour voir si déjà les poissons sont arrivés. Tout d'abord, quelques petites boules d'amorce. Parce que je crois que déjà, il y a des poissons sur le coup. J'en ai mis quelques-unes tout à l'heure, mais on va juste en rajouter et essayer de faire un gros poisson. Alors, pour pouvoir pêcher à l'anglaise, bien sûr, c'est une pêche au cou. Nous allons donc amorcer avec une amorce très simple. Je ne me complique pas à mélanger quelques farines. J'ai juste été acheter 2 paquets d'appât, un spécial pour l'anglaise, qui a une granulométrie assez forte, et un pour le gardon, parce que ces petits étangs, il y a souvent beaucoup de gardons. Un petit arôme concentré caramel vanille. Ça, c'est la partie amorce. Je vais mélanger tout ça, mettre un petit peu de ce produit-là, mélanger tout ça avec de l'eau pour avoir une pâte, comme d'habitude, collante, pour pouvoir l'envoyer avec une fronde. Fronde qui se trouve maintenant devant vous, où on en possède plusieurs systèmes. Un système à poche, comme celui-ci, qui nous servira pour lancer de l'amorce, et un système à petit godet, voilà, où on lancera avec celui-ci des asticots qu'on possède dans une boîte. On pourra en incorporer bien sûr dans l'amorce, des pinkies, plus petits que l'asticot, et aussi pour les gros poissons, quelques grains de maïs, ainsi que quelques vers de terre. Voilà un petit peu. Donc les frondes, c'est pour pouvoir lancer correctement une boule d'amorce à une certaine distance. Un petit rappel, regardez, différents élastiques pour une distance de lancer. Chaque élastique correspond à une force précise. Donc habituez-vous avant, avec de la terre sur un champ, à être précis avant d'utiliser avec de l'amorce et en mettre partout
où il ne faut pas, généralement, c'est souvent ce qui arrive aux pêcheurs à l'anglaise. Donc, apprenez à lancer pas très loin avec des élastiques assez souples, comme ça vous serez toujours beaucoup plus précis. Il faut mieux amorcer avant le flotteur qu'après le flotteur. À la fin, vous verrez que vous en aurez marre de lancer. L'anglaise, c'est avant tout un plaisir d'une pêche tranquille, où on prend son temps d'observer la nature et d'attraper les poissons. Alors, après avoir mélangé ça, je vais y incorporer un petit peu quelques èches, quelques petits asticots. Hop. Juste pour que mes boules d'amorce que je vais lancer à la fronde éclatent plus vite. Un petit peu d'asticot blanc et un petit peu de pinky. Je fais attention, il y a quand même un peu de sueur. Ça a des petits trucs tout blancs là. Ça flotte. C'est pas terrible, mais bon, je mets pas beaucoup en quantité. Voilà, c'est assez. Voilà. Par contre, je vais pas mettre les grains de maïs maintenant. Je vais les lancer directement avec une fronde. Je dirais, si je mets les grains de maïs dedans, les poissons vont baisser la tête sur le fond et vont pas être surpris par ce qui pourrait tomber du ciel. Donc comme j'ai envie de lancer un petit peu d'asticot à la fronde et un petit peu de maïs, je préfère donc mettre que des asticots et pinky pour éclater l'amorce très très vite dans le fond, de façon à ce qu'elle me fasse un tapis. Voilà, là c'est prêt. On va se mettre en place. Alors, un petit mouvement arrière, un mouvement avant, je freine, hop, avec mon index, clac. Le flotteur tombe dans l'eau, 2 tours de manivelle, un petit coup sec pour noyer tout le fil entre ma canne et mon flotteur. Et maintenant, une boule d'amorce faite avec une seule main pour qu'elle s'adapte à la poche. Bras tendu, hop, et je lance la première. Un peu courte à gauche, c'est pas grave, c'est la première, j'ai encore le temps de me rattraper. Il faut éviter tous les petits problèmes. Celle-là est bien. Gardez toujours la même forme de boule. Celle-là va bien s'adapter à votre godet. Vous prenez le godet main entière, sans l'écraser, simplement pour tendre les élastiques. Bras tendu, voilà, et j'accompagne avec le poignet. Ah, j'ai forcé un petit peu en vous faisant voir la possibilité. Les étangs sont quand même avec beaucoup de verres de vase, donc j'ai pas de verre de vase, juste des asticots. Donc je vais juste utiliser un petit asticot rouge sur un hameçon de 20 avec une autre canne que celle-là tout à l'heure, qui est une canne montée plus fin. Hein, il y a des petits poissons toujours au début de la partie de pêche, donc j'ai pris la liberté de monter 2 cannes. Une canne forte que je vous ai fait tout à l'heure et une canne faible, mais les montages sont identiques. Donc avec un asticot rouge, on va voir un petit peu si les petits poissons sont arrivés. Hop. Ah, raté. Première touche. Elle est ratée. Pas être trop rapide sur le ferrage de touche. Bien voir un peu si c'est une vraie touche de gardon ou une touche de brème. Si on pêche quand même à une distance d'une bonne vingtaine de mètres. Justement, oui, qu'est-ce qu'on trouve comme qu'est-ce qu'on pêche comme poisson à l'anglaise? À l'anglaise, on pêche à peu près tous les poissons qu'on pêche à la canne au cou, hein. Que ce soit le gardon, bien sûr, la brème, mais on va surtout rechercher des poissons de forte taille. Par contre, l'anglaise aussi peut aider dans des petits plans d'eau comme ça, où le fond n'est pas très profond sur une très grande distance. Imaginez qu'on a 20 mètres où il n'y a que 50 cm d'eau, avec une canne au cou, on ne peut pas y accéder. Tandis que grâce à cet avantage d'avoir un moulinet sur la canne, on peut quand même chercher une profondeur d'1 mètre, 1 mètre 50, ce qui est le cas sur le coup qu'on pêche aujourd'hui. La particularité de la pêche à l'anglaise aussi, c'est de pouvoir attraper des très très gros poissons. Il est vrai que là je pratique avec du matériel relativement léger, mais il existe des cannes beaucoup plus puissantes que celle-ci. Là on utilise des fils voire en 24 centièmes, et on utilise des micro-bouillettes, donc des toutes petites bouillettes, un petit peu comme le système de la pêche à la carpe, qu'on monte sur un cheveu, et on pêche les carpeaux de 2, 3, 4 kg, voire des 6 kg. Il arrive fréquemment que certains de mes confrères qui sont carpistes utilisent cette technique-là. Et il me faut voir un petit peu qu'à l'anglaise, on fait des très jolis poissons. Donc un jour, j'espère essayer sur des poissons de 5-6 kg. On ne sait jamais aujourd'hui, pourquoi pas déjà quelques petits gardons, des jolis brèmes, et on verra si on a la chance de voir des carpes. Mais je vais essayer de faire mon possible pour trouver
trouver les poissons rapidement. Allez, voilà, après un petit quart d'heure et quelques touches ratées. Oh, une petite brème. Hop, voilà le premier poisson de l'étang de Saint-Malo de Pignon. Une rime. Par une autre touche. Hop, le voilà. Ça y est, je crois que le poisson, ce coup-ci, est arrivé sur les premières boules d'amorce. Ah, poisson un peu plus fort. Ah. Plus vivace. Ça ferait des jolis petits vifs à les petites hop là, les petites brèmes. Petite brème, hop là.